Au petit matin, le pont d'envol d'un porte-avions américain bourdonne déjà d'activité. Des techniciens en chemise jaune slaloment entre des appareils stationnés. Un tracteur de remorquage dégage les voies le long du bord tribord. 2 Super Hornets se tiennent nez vers l'avant près de la proue, ailes repliées et verrouillées, tuyaux de carburant débranchés en attente du prochain cycle de lancement. Et loin en dessous, enfoui dans le labyrinthe d'acier du bâtiment, le centre d'information de combat déroule ses routines de surveillance des surfaces et de l'espace aérien dans les dernières minutes tranquilles qui précèdent l'aurore. Quand soudain, une voix tranche le réseau tactique avec des mots qui font basculer la routine en alerte absolue. Contact rapide, 3 contacts, relèvement 038, basse altitude, approche rapide. Personne sur la passerelle ne réagit par la panique, car la panique n'est pas ce que l'on enseigne aux équipages d'un porte-avions américain. On leur enseigne la précision. L'officier de quart pivote vers le répétiteur tactique et découvre 3 symboles qui viennent d'apparaître à la périphérie de l'écran. À peine perceptible d'abord, puis stable, rapide, trop rapide pour des patrouilles ordinaires, trop bas pour un transit de routine, sans balise d'identification, sans réponse à l'interrogation radar, sans appel radio sur quelque fréquence que ce soit. Le porte-avions maintient son cap exactement 2 secondes de plus avant que l'ordre passe, calme et net. Passer en alerte renforcée. Les suivre jusqu'au bout. À l'intérieur du centre d'information de combat, le coordinateur de guerre aérienne se penche vers sa console tandis que des données fraîches commencent à affluer du E2 des Hawkeye qui orbite plus au sud, au-dessus du Golfe. L'image se précise immédiatement. 3 appareils au profil militaire, espacement serré, descendant légèrement en se rapprochant. Et leur trajectoire n'est pas parallèle au groupe de frappe. Elle est pointée directement sur lui. Une deuxième voix, plus froide que la première, confirme ce que tout le monde dans la salle soupçonne déjà. Possibles chasseurs iraniens. Sur le pont d'envol, les changements sont discrets mais immédiats. Les mouvements de pont se resserrent. Un directeur de vol lève brusquement un bras au-dessus de sa tête et écarte les techniciens de maintenance des voies dégagées. Une équipe anti-incendie se déplace vers des positions de stand-by. Les armuriers cessent leur conversation au milieu d'une phrase. Et le grondement de moteur à réaction au loin grossit, non pas depuis le pont du porte-avions, mais quelque part au-dessus de l'eau, venant de l'est. Depuis la superstructure, le commandant sort sur l'aile de passerelle et scrute l'horizon où rien n'est encore visible, juste un mince liseré d'aurore au-dessus du détroit d'Ormuz et le scintillement métallique de la lumière matinale sur l'eau. Et derrière lui, le haut-parleur tactique crache de nouveau. Distance diminue. Contact maintenant à 82 milles nautiques. Vitesse élevée. Aucune communication. Les destroyers qui escortent le groupe porte-avions ont déjà devancé l'instant. Leur système Aegis piste. Leur géométrie d'interception calcule. Chaque console de la formation résout désormais le même problème depuis un angle différent. Et personne ne prononce le mot « attaque ». Pas encore. Mais le porte-avions n'opère plus en mode transit routinier. Il opère à l'intérieur d'une horloge qui se resserre, où chaque seconde compte et chaque décision pèse. Quelques instants plus tard, le Hawkeye pousse un bilan clair, montrant un appareil qui prend légèrement de l'altitude par rapport aux 2 autres, tandis que la formation s'étire. Les 2 premiers continuent à basse altitude, fendant l'air chaud juste au-dessus de la mer, exploitant le fouillis de surface pour compliquer l'image radar et raccourcir les délais d'alerte. Le 3e, lui, reste en retrait plus haut, plus proprement exposé, comme un œil au-dessus de l'estocade, observant tout ce qui se déroule. Au centre d'information de combat, un opérateur de quart le formule exactement tel qu'il le voit. Formation fractionnée, 2 bas, un décalé en altitude, c'est délibéré. Le circuit passerelle à passerelle s'ouvre sur la fréquence de garde d'urgence avec une transmission calme mais sans équivoque. Aéronef militaire non identifié approchant une formation navale des États-Unis en eau internationale. Ici navire de guerre de la marine américaine. Déclarez vos intentions immédiatement. Il n'y a en réponse que le silence. L'appel est répété avec le même résultat. Rien, juste le doux sifflement électronique d'un canal ouvert et l'effondrement régulier de la distance, tandis que les 3 contacts continuent à leur approche sans accuser de réception ni explication. Sur le pont d'envol, un chef d'équipage lève les yeux au moment précis où la première silhouette apparaît au-delà de la proue. Petite, sombre et rapide,
visible à peine une seconde avant de disparaître derrière la réfraction de chaleur et l'éblouissement. Puis la deuxième jaillit plus à droite, plus basse encore, rasant l'eau. Et personne ne se trompe plus sur ce qu'ils sont, des chasseurs iraniens. Le navire ne tangue pas, ne rompt pas sa formation, ne plonge pas l'équipage dans la frénésie, car ce n'est pas ainsi qu'un porte-avions américain répond à la pression. Il répond avec maîtrise, sécuriser les opérations de pont exposés, se mettre en stand-by pour les systèmes défensifs, rappeler la patrouille aérienne de combat. Loin au-dessus du porte-avions, 2 chasseurs américains déjà en vol amorcent un virage serré pour rejoindre la formation, tandis que, plus loin encore, un croiseur resserre sa piste radar et actualise des solutions d'armes qu'il n'aura peut-être jamais à tirer, car c'est précisément pour cela qu'est conçu le groupe de frappe. Voir en premier, trier vite, répondre sans chaos. Peu après, l'un des chasseurs iraniens descend encore, accélère. Le mouvement est sans ambiguïté. Son nez s'aligne non pas sur la mer libre, mais sur le quart avant du porte-avions. Au centre d'information de combat, toutes les oreilles se font silencieuses pendant une demi-seconde avant qu'un signal d'alerte transperce le compartiment. Un faisceau étroit vient de balayer la formation. Non pas un radar de recherche large, mais quelque chose de plus resserré, de plus précis, de plus focalisé. L'opérateur en guerre électronique se tourne vers son supérieur et dit d'une voix plate « Émission détectée ». Un deuxième balayage arrive, plus long cette fois. L'opérateur n'élève pas la voix lorsqu'il ajoute « Possible mode de poursuite ». Sur la passerelle, le commandant ne détourne jamais les yeux de l'horizon. « Il nous peint », dit-il calmement, « ne rompez pas la posture ». En dessous de lui, les équipes de pont maintiennent leur position, casque incliné vers le ciel, écoutant le grondement distant s'intensifier de seconde en seconde, tandis que le premier jet se rapproche sur une ligne trop nette pour être ignoré. Le deuxième glisse largo à tribord. Le troisième reste en retrait, haut et décalé, exactement là où un contrôleur ou un observateur voudrait être. Ceci n'est pas un passage accidentel. C'est une approche façonnée avec une intention derrière chaque mouvement. Quelques instants plus tard, le chasseur iranien fend la brume matinale et fonce droit vers le groupe porte-avions à vitesse d'attaque. Au centre d'information de combat, la prochaine alerte apparaît simultanément sur tous les écrans. Le premier chasseur iranien n'approche plus, il s'engage. Depuis la superstructure du porte-avions, l'appareil est maintenant visible à travers la brume comme une forme sombre et dure rasant la surface, nez fixe, vitesse croissante. Sur sa droite, plus loin et légèrement écarté, le deuxième chasseur commence à s'arc-bouter en position, tandis que le troisième reste haut et décalé, conservant assez d'altitude pour observer toute la géométrie se déployer. 3 appareils, 3 angles, une cible. Au centre d'information de combat, l'affichage tactique se met à jour en rafales rapides et silencieuses. Distance, relèvement, altitude, taux de rapprochement, et les chiffres s'effondrent vite. Contact de tête maintenant à 46 000. Deuxième contact décalé tribord. Troisième contact maintien couverture altitude. Personne ne gaspille ces mots, car personne n'en a besoin. Sur la passerelle, le commandant conserve une posture inchangée, main à plat sur le bastingage, yeux vers l'avant, tandis que derrière lui, la voix du coordinateur de guerre aérienne monte sur le réseau. Géométrie de formation confirme l'intention. Ce n'est pas un transit. C'est une géométrie de pression. Et le groupe de frappe répond exactement comme il a été conçu pour répondre. En avant du porte-avions, un destroyer se décale légèrement vers l'extérieur, ouvrant son angle défensif. Un autre resserre sa position à l'arrière du quart tribord. Un croiseur de classe Ticonderoga plus en retrait verrouille les 3 contacts dans une image radar plus nette et pousse des pistes affinées à travers le réseau. Les systèmes Aegis sont maintenant pleinement éveillés sur toute la formation, calculant des séquences d'engagement à la fraction de seconde, tandis que les cellules de lancement verticales restent fermées pour l'instant. Mais chaque navire de l'escorte est déjà prêt à tirer. La fréquence d'urgence s'ouvre de nouveau avec la même transmission calme et ferme. Aéronefs militaires iraniens approchant une formation navale des États-Unis, vous vous approchez de façon non sécurisée. Changez de cap immédiatement. Le message part en anglais, puis de nouveau sur la garde militaire. Mais il n'y a pas de réponse. Pas d'indicatif d'appel, pas d'accusé de réception, pas d'avertissement de leur côté, seulement le silence et la vitesse. Sur le pont d'envol, la transition est maintenant complète. Les tracteurs ont quitté les voies.
Les équipages exposés ont été rappelés en retrait. Les équipes anti-incendie s'accroupissent derrière des positions protégées. Les armuriers se tiennent prêts sous le surplomb de la superstructure, casques inclinés vers le ciel, à l'écoute du son des moteurs grossissant au-dessus de l'eau. Au centre d'information de combat, l'opérateur en guerre électronique se raidit. Émission de nouveau détectée, la salle se resserre autour de cette phrase. Le premier balayage est bref, le deuxième est plus fort. Le troisième s'attarde juste une fraction de seconde de plus qu'un radar de recherche ne devrait. L'opérateur se tourne vers son supérieur sans quitter son scope des yeux. L'appareil de tête resserre sa largeur de faisceau. Comportement possible de conduite de tir. Et cela change l'atmosphère dans la salle, non pas en panique, mais en une discipline encore plus aiguisée. Un officier à l'autre bout du centre d'information de combat donne l'ordre suivant. Marquer le temps, enregistrer toutes les émissions, construire le profil, car c'est l'autre face d'une confrontation en mer. Chaque mouvement agressif est aussi une signature. Chaque balayage radar, chaque rafale de communication, chaque angle d'approche est une donnée. Et plus les appareils iraniens se rapprochent, plus ils se révèlent. Mais cela comptera plus tard. Pour l'instant, ce qui compte, c'est la distance. Contact de tête à 33 000. Le chasseur le plus proche du porte-avions descend encore, si bas que depuis la passerelle, il semble disparaître dans l'éblouissement entre les crêtes de vagues. Le deuxième appareil s'écarte davantage à tribord, se positionnant non pas derrière le premier, mais légèrement décalé, suffisamment pour diviser l'attention visuelle et contraindre les escorteurs extérieurs à tenir compte de deux axes d'attaque potentiels simultanément. Et loin au-dessus, le troisième chasseur vire juste assez pour rester en dehors de la zone la plus dangereuse de l'enveloppe, observant, relayant, contrôlant. Peu après, les premiers chasseurs américains réintègrent l'image. Deux avions de la marine américaine, déjà en vol en patrouille aérienne de combat, virent durement vers le groupe de frappe, leur vecteur mis à jour en plein virage par le I-2D Hawkeye. Ils sont encore à quelques minutes, mais ne sont plus lointains. Et leur retour change l'horloge pour tout le monde, car les Iraniens le savent. Et le porte-avions aussi. L'un des destroyers en avant de la formation rapporte maintenant des solutions d'armes fermes sur les deux contacts bas. Un autre confirme la continuité de piste sur l'appareil haut. Et à l'intérieur du centre d'information de combat du croiseur, l'officier d'action tactique examine les fenêtres d'interception possibles si un missile quitte le rail. Toujours pas de tir. Toujours pas de coup de feu. Toujours la même discipline américaine, ne pas escalader en premier, mais être entièrement prêt à finir le travail si l'autre camp fait le premier pas. Puis le chasseur iranien de tête prend légèrement de l'altitude, juste assez pour stabiliser sa ligne, avant de réincliner son nez vers le quart avant du porte-avions. Ce minuscule ajustement dit tout. Il ne manœuvre pas au hasard. Il s'installe. Sur la passerelle, un officier de quart dit ce que tout le monde pense désormais. Il prend sa ligne de passage. Le deuxième chasseur répond immédiatement, resserrant son propre arc tribord, pas encore assez proche pour frapper, mais assez pour forcer les escorteurs à diviser leur attention. L'appareil haut maintient sa station au-dessus et en retrait, exactement là où un contrôleur voudrait rester s'il coordonnait la cadence. Ceci n'est plus de l'intimidation par la seule présence, c'est un profil d'attaque. La fréquence d'urgence s'ouvre une dernière fois. Aéronefs militaires iraniens, changez de cap immédiatement. Vous adoptez une posture non sécurisée et d'escalade vis-à-vis des forces navales des États-Unis. Mais il n'y a rien en réponse. Seulement le chasseur de tête, qui plonge sur une ligne plus nette, plus rapide, nez fixe et altitude rasante, cap verrouillé sur le groupe porte-avions, comme si tout le ciel s'était rétréci à un seul point. Au centre d'information de combat, l'image radar se resserre. Le tableau de guerre électronique s'illumine de nouveau. Et un nouvel appel traverse le compartiment. Possible radar de conduite de tir. Contact de tête engagé. La distance s'est effondrée. La formation est en place. Et chaque navire du groupe de frappe sait la même chose simultanément. Ce n'est plus une interception, c'est un profil d'attaque. Le premier coup est tiré sans un mot. Au centre d'information de combat, l'alerte ne ressemble pas à de la panique. Elle ressemble à une confirmation. Spike, Spike. Contact de tête en piste dure. Un instant plus tard, une autre voix traverse le compartiment. Possible largage. Sur la passerelle, personne ne demande ce que cela signifie, car tout le monde le sait. Le chasseur iranien de tête a cessé de gesticuler.
Il n'est plus en train de façonner une pression. Il exécute. Bas sur l'eau, nez fixé sur le quart avant du groupe porte-avions, il tient sa ligne juste assez longtemps pour compléter la passe, et pendant une fraction de seconde, son profil change. Minuscule, presque invisible, à moins de chercher précisément cela. L'arme quitte le rail. Missile en route. Missile en route. Missile inbound depuis l'appareil de tête. L'appel frappe tous les circuits du groupe de frappe simultanément et toute la formation bouge avant que les mots soient terminés. En avant du porte-avions, le destroyer le plus proche n'hésite pas. Son système Aegis a déjà résolu l'interception. Les trappes s'ouvrent. Un missile jaillit verticalement dans l'aurore et vire durement vers la menace, son moteur brûlant blanc contre le ciel pâle. Plus en arrière, le radar du croiseur se verrouille plus étroitement, affinant la qualité de piste à la fois sur l'arme inbound et sur les 2 chasseurs iraniens restants. Et le porte-avions lui-même ne bascule pas dans le chaos, il se resserre. Les équipages du pont d'envol s'aplatissent derrière des positions protégées. Les équipes anti-incendie s'accroupissent bas. L'officier de quart maintient le cap encore une seconde mesurée avant qu'un changement de cap contrôlé commence. Petit et délibéré, juste assez pour compliquer la géométrie de l'arme entrante sans plonger la formation dans le désordre. C'est là toute la différence entre la panique et l'entraînement. L'une détruit la structure, l'autre la préserve sous le feu. La guerre électronique se déclenche comme un second système nerveux à travers le groupe de frappe. Le brouillage se déploie vers l'extérieur. Les leurs s'arment. Les équipes de contre-mesure se tiennent prêtes pour le prochain ordre. Sur les destroyers, les équipes de défense rapprochées pistent la ligne inbound avec la concentration froide de la répétition. Chaque écran montre maintenant le même problème. Une arme rasant la mer, rapide et se rapprochant. Au-dessus de la formation, les 2 chasseurs américains qui rejoignent en patrouille aérienne de combat reçoivent l'autorisation immédiate de s'engager. Mais ils ne plongent pas vers le missile. Ils vont chercher les tireurs. Le premier chasseur américain s'angle vers l'appareil iranien, de tête depuis le quart arrière au bâbord. Le second vire largo pour couper la route du chasseur tribord qui avait suivi la passe depuis le flanc. Et le troisième appareil iranien, toujours haut et décalé, doit maintenant décider s'il reste en position de contrôle ou s'il brise pour survivre, et cette décision est déjà en retard. En bas, au niveau de la mer, la première interception est à quelques secondes. Destroyer en engagement. Personne sur la passerelle ne voit clairement l'impact. Cela se passe trop vite et trop bas. Une seconde, il y a une ligne blanche dure filant au-dessus de l'eau. La suivante, il y a une rupture brillante juste au-dessus de la surface. Une éclosion violente de flammes et de débris, suivie d'une gerbe d'eau s'élevant dans l'air du matin comme un mur de verre brisé. Contact détruit. Contact détruit. Premier inbound neutralisé. Et il n'y a pas de cri de joie, pas encore, car presque immédiatement un nouveau problème se profile. Le deuxième chasseur iranien a resserré son angle tribord, obligeant les escorteurs à tenir compte d'une possible attaque de suivi. Et pendant un bref instant dangereux, le groupe de frappe doit mener 2 horloges de front. Les débris du première interception tombant vers la mer et la possibilité que le deuxième tireur soit maintenant dans les paramètres de largage. Le tableau de guerre électronique s'illumine de nouveau. Émission supplémentaire depuis le chasseur tribord. Et cela monopolise l'attention de tout le monde. Le destroyer au quart tribord du porte-avions pivote ses senseurs et ouvre une nouvelle solution de piste. Le croiseur derrière la formation ajoute une couche supplémentaire. Le Hawkeye au-dessus de tout maintient le tableau propre et continu, liant chasseurs, navires, radars et intentions en une carte mouvante unique. C'est précisément ce que les Iraniens venaient pour y briser. Et c'est exactement ce qu'ils ont échoué à briser. Peu après, le deuxième chasseur pique, mais pas proprement. Sa ligne est instable. Le premier chasseur américain de patrouille aérienne de combat est déjà en train de descendre dans son 6 heures, assez proche pour exercer une pression, assez loin pour garder la maîtrise. Aucun missile ne quitte le rail, aucun coup de semonce n'est tiré. Le pilote américain n'a pas besoin de théâtre. La position suffit, la vitesse suffit, le message suffit. Tu as eu un tir, tu n'en auras pas un autre. Le chasseur iranien tribord brise sa ligne durement. Il s'enroule en s'éloignant du groupe porte-avions et file bas sur le bord de la formation, essayant de s'exfiltrer sans trop afficher sa retraite. L'appareil haut réagit une seconde plus tard, perdant finalement la posture détachée qu'il avait maintenue depuis la première approche.
Il vire à gauche, perd de l'altitude, il ne contrôle plus la géométrie, il essaie d'en échapper. Seul le chasseur de tête, celui qui a tiré, tient droit un instant de plus. Et cet instant dit tout. Il n'attaque plus. Il fuit. Et le premier chasseur américain reste verrouillé derrière lui, fermant l'angle mais ne franchissant pas la ligne, tandis que le deuxième chasseur de patrouille aérienne de combat s'approprie maintenant l'espace que le chasseur tribord vient d'abandonner. Et en dessous, chaque escorteur du groupe de frappe maintient une piste de qualité d'engagement sur les 3 appareils, car si l'un d'eux revire, la réponse sera immédiate. Quelques instants plus tard, les derniers fragments du missile détruit claquent bas dans la mer à l'arrière de la formation. Le porte-avions est encore en route. Son pont n'est marqué que par la tension, non par l'impact. Ses escorteurs sont encore en formation. Ses chasseurs sont maintenant au-dessus de la menace au lieu de foncer vers elle. Et les hommes qui ont lancé l'attaque viennent de perdre le seul avantage qu'ils avaient. Au centre d'information de combat, le coordinateur de guerre aérienne regarde le tableau, puis le dit sobrement. L'Iran a tiré le premier. Attaque échouée. Toutes unités maintiennent la pression. Au-dessus du détroit d'Ormuz, la géométrie a changé du tout au tout. Le groupe porte-avions ne fait plus face à une frappe. Il retourne le piège. L'attaque est terminée, mais le danger ne l'est pas. Au-dessus du détroit, les 3 chasseurs iraniens sont encore en l'air, encore armés et encore à l'intérieur d'un espace de bataille qu'ils ne contrôlent plus. 2 minutes plus tôt, ils étaient devenus vite, bas et coordonnés, essayant de comprimer le temps. Maintenant, la géométrie s'est inversée. La marine américaine ne réagit plus à leur rythme. Les Iraniens réagissent à la position américaine. Au centre d'information de combat, l'affichage tactique a complètement changé de forme. La piste du missile inbound a disparu, consumée au-dessus de l'eau. À sa place, 3 contacts aériens s'éloignent de leurs couloirs d'attaque initiaux, chacun sur un vecteur légèrement différent, chacun repoussé hors des lignes nettes qu'ils avaient utilisées à l'aller. 1 haut, 2 bas, aucun stable. Le tireur de tête accélère vers l'est, le chasseur tribord brise vers le sud. La couverture altitude descend. Ils semblent essayer de se reformer. Et le coordinateur de guerre aérienne ne lève pas les yeux lorsqu'il dit « Ne les laissez pas se reformer ». Cet ordre se propage à travers le groupe de frappe comme du courant dans l'acier. Au-dessus du porte-avions, les 2 chasseurs américains de patrouille aérienne de combat s'approprient maintenant le ciel que les Iraniens avaient tenté d'utiliser. Le premier chasseur américain reste au quart arrière du tireur de tête, assez haut pour menacer, assez loin pour préserver la maîtrise. Le second glisse largo et en bas, scellant la sortie du chasseur qui a brisé vers le sud après avoir perdu sa ligne d'attaque. Et aucun des pilotes américains ne se presse dans l'interception, car aucun n'en a besoin. Le but n'est plus de chasser, c'est de boxer. Au niveau de la mer, les escorteurs tiennent la moitié basse du piège. Un destroyer en avant du porte-avions maintient une piste radar ferme sur les 3 appareils. Un autre au quart tribord s'ajuste légèrement, juste assez pour élargir son parapluie défensif et interdire tout virage rapide de retour vers la formation. Et le croiseur en arrière reste froid et méthodique, alimentant en continu une image de qualité d'engagement dans le réseau. Pas de lacunes, pas de confusion, pas de seconde chance. Le chasseur iranien de tête commet alors sa première vraie erreur après le tir. Au lieu de continuer une sortie propre, il tire durement à gauche, essayant de secouer le chasseur américain qui lui colle au quart arrière et de sangler vers le centre de l'écran extérieur de la formation. C'est un mouvement effectué sous pression, trop brusque, trop visible, et exactement ce que souhaite la marine américaine. Le pilote américain ne combat pas sur la vitesse, il combat sur la position. Il reste haut, coupe l'angle et force le chasseur iranien plus bas, plus proche de la couche où les radars des navires pistent le mieux et où les corridors de fuite rétrécissent le plus vite. Le mouvement est propre, silencieux, professionnel. Pas de drama radio, pas de rafale d'avertissement, juste une compression contrôlée de l'espace aérien jusqu'à ce que l'appareil iranien n'ait plus que 2 options. S'étirer dans l'autre sens ou tomber plus profondément dans l'enveloppe. Il choisit de s'étirer. Contact de tête abandonnant le virage, s'étendant vers l'est. Sur la seconde piste, le chasseur qui part vers le sud tente une réponse différente. Il perd de l'altitude, rase bas au-dessus de la réfraction de chaleur sur la mer et lâche une courte rafale de leurre. Non pas parce qu'un missile le poursuit, mais parce que le pilote ressent la pression et veut briser le rythme visuel, briser la logique du verrouillage.
briser quelque chose. Mais cela ne change rien. Le deuxième chasseur américain se tient en dehors du panache de l'heure, suit la rupture et maintient le chasseur iranien éloigné du flanc tribord du groupe porte-avions. Et en dessous, le destroyer pistant ce secteur ne perd jamais le contact, car c'est ce que les Iraniens n'avaient pas pris en compte. Un porte-avions américain n'est pas un seul navire. C'est une grille mobile de senseurs, de chasseurs, de radars et de nœuds de commandement qui se chevauchent jusqu'à ce qu'il n'y ait nulle part d'utile où se cacher. Peu après, le troisième chasseur iranien, celui qui était resté haut et en retrait pendant la majeure partie de la passe d'attaque, perd enfin sa posture détachée. Il perd de l'altitude et vire vers les deux autres, essayant clairement de ramener la formation ensemble pour une sortie contrôlée. Mais au moment où il descend, il abandonne la seule chose qu'il avait préservée, la séparation. Le Hawkeye met à jour en premier, puis le croiseur, puis les deux chasseurs américains reçoivent la même image révisée. La couverture altitude n'est plus une couverture altitude, c'est juste un troisième appareil exposé se déplaçant dans un ciel déjà appartenant à quelqu'un d'autre. Troisième contact maintenant vulnérable. Les mots sont simples, mais l'effet ne l'est pas. Un chasseur américain se décale juste assez pour montrer une présence sur le flanc du chasseur qui descend. Pas une attaque, pas un piqué, juste assez de fermeture et d'angle pour rendre le message indubitable. C'est terminé pour vous, ici. Et le pilote iranien réagit instantanément. Le nez se redresse, le virage s'inverse, l'altitude revient, la tentative de rejointe s'effondre avant d'être pleinement formée. Au centre d'information de combat, le résultat est évident avant même que quiconque le dise à voix haute. Les trois chasseurs ne sont plus un package de frappe. Ce sont trois appareils distincts qui essaient de quitter la même mauvaise décision par des routes différentes. Peu après, le groupe de frappe resserre la pression d'un dernier cran. Aucun missile tiré, aucun combat tournoyant, aucun plongeon dramatique dans un combat ouvert. Juste des chasseurs américains en altitude, des destroyers en dessous, le croiseur en arrière, le Hawkeye au-dessus de tous, et nulle part pour les Iraniens de reconstruire l'attaque avec laquelle ils étaient arrivés. Le tireur de tête continue vers l'est. Le chasseur du sud dérive encore plus loin de la ligne du porte-avions. Le troisième appareil reste haut, hésitant une seconde de trop, puis vire finalement avec les autres. Et cette hésitation dit tout. Ils étaient venus chasser un porte-avions. Maintenant, ils repartent en morceaux. Et au centre de tout cela, le porte-avions continue sa route, intacte, générant encore de la puissance de combat. Tandis que le ciel au-dessus d'Ormuz appartient de nouveau à la marine américaine. Le ciel au-dessus du détroit d'Ormuz n'est plus disputé, il est contrôlé. Non pas parce que les chasseurs iraniens ont été détruits, non pas parce que le groupe porte-avions a tout tiré ce qu'il avait, non pas parce que la mer est jonchée d'épaves. Rien de tout cela ne s'est produit. Ce qui s'est produit était pire pour les attaquants. Ils ont échoué. En avant de la formation, le chasseur iranien de tête continue vers l'est à grande vitesse. Il ne façonne plus un couloir d'attaque, il ne tient plus une ligne nette, il ne fait plus partie d'un package de frappes coordonnées. Le deuxième appareil reste bas et largôt au sud, séparé par la distance et la pression. Le troisième reste haut quelques secondes de plus, puis vire avec les autres, abandonnant la dernière trace de la géométrie avec laquelle ils étaient arrivés. Au centre d'information de combat, l'affichage tactique dit toute l'histoire en symboles clairs. 3 contacts hostiles, tous en train de s'éloigner, tous pistés, aucun en position de réattaque. Et le coordinateur de guerre aérienne étudie le tableau une seconde de plus, puis donne l'ordre que tout le groupe de frappe attendait. Maintenir la piste, tenir l'écran, se préparer à reprendre les opérations de vol. Et c'est à ce moment que l'équilibre devient indéniable. Le porte-avions a été attaqué. Le porte-avions catapulte encore des avions. Les deux chasseurs américains en altitude ne se lancent-ils pas dans une chasse imprudente? Ils escortent. L'un reste haut au quart arrière du tireur de tête, maintenant la pression sans franchir la ligne vers une séquence d'élimination. Le second continue à s'approprier le couloir sud, s'assurant absolument qu'aucun pilote iranien ne prend l'idée de revenir pour une dernière course désespérée. L'orbite du Hawkeye reste stable, alimentant une image continue à chaque navire de la formation. Et en dessous, destroyers et croiseurs maintiennent une piste de pleine qualité radar. Chaque changement de relèvement enregistré, chaque virage stocké, chaque émission capturée. Ceci n'est pas de la vengeance, c'est de la domination par le contrôle.
Sur le pont d'envol, la transition est tout aussi révélatrice. Les chefs d'équipage bougent les premiers, puis les manutentionnaires, puis les chemises jaunes. La pause qui avait commencé quand le missile avait quitté le rail est terminée. Les équipes de catapultes regagnent leur station. Un tracteur de remorquage roule de nouveau. Un directeur de vol claque les deux bras vers l'extérieur, guidant un avion en attente vers l'alignement avec une précision calme et exercée. Les équipes anti-incendie restent en place, mais la posture a changé. Le pont ne se prépare plus à encaisser un impact. Il régénère de la puissance de combat. Et cette image compte plus que n'importe quelle explosion, car c'était tout l'objet de l'attaque. Les chasseurs iraniens ne sont pas venus seulement pour tirer un missile. Ils sont venus interrompre le rythme du porte-avions, geler le pont, forcer la confusion, prouver que même un porte-avions américain dans Hormuz pouvait être déstabilisé. Et ils ont échoué à tous les niveaux. Peu après, le premier équipage de catapultes rapporte prêt. La passerelle reste silencieuse. Le commandant ne fait pas de discours, car il n'en a pas besoin. Il regarde l'horizon où les chasseurs iraniens rétrécissent maintenant dans le lointain et donne un bref signe de tête vers le répétiteur d'état du pont. Reprendre le cycle. Et cet ordre atterrit avec plus de poids que n'importe quelle menace à la radio. Car quelques instants plus tard, la vapeur siffle. Un chasseur de la marine américaine s'élance sur la piste de catapulte et jaillit dans le ciel du matin. Puis un autre. Non pas en retraite, non pas en panique, non pas comme un décollage d'urgence, comme partie d'un rythme de lancement restauré. C'est la réponse. 3 chasseurs iraniens ont attaqué un porte-avions américain dans Hormuz. Quelques minutes plus tard, le porte-avions génère encore des sorties. Au centre d'information de combat, l'après-coup est déjà en train d'être transformé en données. Les équipes de guerre électronique rejoutent les balayages radars de l'approche iranienne. La chronologie du comportement de conduite de tir est isolée. Le point de largage du missile est marqué. Le profil de formation fractionné est sauvegardé. Les officiers communication notent l'absence d'appel d'avertissement, le silence sur la garde, la seconde précise où l'attaque est passée de l'intimidation au largage. Et les spécialistes du renseignement étudieront tout cela plus tard. Comment les Iraniens ont approché, comment ils ont espacé, comment ils ont coordonné, où ils ont hésité, quand ils ont brisé. C'est la deuxième défaite. La première était tactique. La deuxième est permanente, car chaque mouvement agressif qu'ils ont effectué fait maintenant partie d'une bibliothèque américaine. Peu après, le chasseur de patrouille aérienne de combat de tête rapporte les appareils iraniens continuant vers l'extérieur. Pas de retournement, pas de tentative de regroupement, pas de deuxième passe. Le contact sud reste séparé. L'appareil haut n'est plus qu'un autre symbole en retraite sur un écran rempli de certitudes américaines. Le groupe de frappe n'a jamais perdu sa formation. Le porte-avions n'a jamais perdu le pont. Les escorteurs n'ont jamais perdu l'image. Et les hommes qui étaient venus, en s'attendant à semer le choc, n'ont obtenu que leur propre exposition. Sur l'aile de passerelle, le matin ressemble enfin à un matin. La lumière du soleil coupe en travers de l'eau. Les sillages se posent en longues lignes blanches derrière les navires. Le détroit est toujours étroit, toujours dangereux, toujours l'une des voies navigables les plus instables de la planète. Mais pendant cette poignée de minutes, la question de qui le contrôlait a reçu une réponse claire. Non pas par la rhétorique, par la performance. Aucun grand appel à la victoire ne suit, juste la procédure. Journaux mis à jour. Pistes maintenues, patrouille aérienne de combat réajustée, cycle de pont restauré. Et c'est ainsi que la marine américaine ferme un combat quand elle refuse de se laisser ébranler. Non pas par le bruit, mais par la continuation. Et c'est peut-être là la partie qui frappe le plus fort, car les pilotes iraniens étaient venus en pensant qu'ils allaient changer le cours de ce matin. Et ils l'ont changé, juste pas en leur faveur. 3 chasseurs iraniens ont attaqué un porte-avions américain. Le porte-avions a continué à lancer des avions, et c'est l'Iran qui a reculé.